Plus de 1500 personnes sont mortes sur le Titanic. Mais cette vidéo ne parle pas d'eux, elle évoque un fait plus étrange. Les survivants qui ont ensuite disparu. Voici les histoires les plus étranges des survivants du Titanic qui ont disparu après avoir été sauvés. Numéro 7. Tous les passagers pauvres du Titanic n'étaient pas logés en 3e classe. Certains, comme Sarah Daniels, 33 ans de Londres, vivaient avec leurs employeurs aisés dans des cabines luxueuses sur les ponts supérieurs. Sarah était femme de chambre pour la famille Allison, des millionnaires canadiens. Le mari, Hudson, son épouse Bess, et leurs 2 jeunes enfants, Lauren et Trevor. Hudson avait fait fortune dans la société de courtage familiale à Montréal. Dans les milieux d'affaires, on les appelait la mafia méthodiste, en raison de leur foi chrétienne. Mais Hudson, ou Hud pour ses amis, n'était certainement pas un criminel. Il voyageait souvent en Angleterre et en Écosse, comme membre du conseil d'administration de la British Lumber Corporation, ce qui l'a mené à jouer un rôle clé dans la pire histoire de voyage du monde. Et il a emmené avec lui son personnel domestique britannique, George Swain, chauffeur, Mildred Brown, la cuisinière de la famille, Alice Cleaver, la nourrice du petit Trevor, et Sarah, la femme de chambre de Bess. Hud a payé 151 livres et 16 shillings pour un billet familial en 1re classe, couvrant 3 cabines adjacentes sur le pont supérieur pour lui-même, Bess, leurs enfants, la nourrice Alice et la femme de chambre Sarah, environ 23 000 $ en 2025. Même les billets de 2e classe n'étaient pas bon marché pour George et Mildred. Hud a payé environ 13 à 15 livres chacun, soit environ 1800 à 2200 $ en valeur actuelle. Mais tout l'argent du monde n'a pas pu les protéger lorsque le Titanic a heurté l'iceberg à 23h40 le 14 avril. L'infirmière Alice a attrapé Trevor et s'est précipitée vers le canot de sauvetage numéro 11. Bess, qui avait passé la soirée à socialiser parmi l'élite des affaires en 1re classe, a été prise de panique. Elle ne savait pas où étaient Alice et Trevor. Elle n'avait aucune idée non plus d'où se trouvait Hudson. À un moment donné, elle et Lauren, 2 ans, étaient en sécurité dans le canot 6, mais elle refusa de partir sans sa famille, et fit alors la pire erreur de sa vie. Elle a sorti Lauren du canot de sauvetage et est partie chercher son mari et son fils. On lui a dit que Hudson était de l'autre côté du navire, alors elle a couru sur le pont avec Lauren. Au milieu du chaos, des sifflets et des officiers criants, ils étaient introuvables. Elle devait tenter de monter avec Lauren dans un canot pliable. En essayant de monter à bord, elles tombèrent dans l'eau glacée et moururent en quelques minutes. Le canot de sauvetage numéro 6 a quitté le navire avec 24 personnes, bien qu'il puisse en accueillir 65. En même temps, Hudson, ignorant la perte de sa femme et sa fille, fut aussi emporté dans l'Atlantique Nord où il mourut. Alice et Trevor ont survécu. Mildred, la cuisinière britannique, malgré son refus de sortir du lit lorsque le navire a heurté l'iceberg, a également survécu. George, le chauffeur, possédait un billet de 2e classe. La fois suivante où son nom fut cité, c'était avec les lettres RI. Comme Alice, Sarah n'a d'abord pas pris l'avertissement au sérieux et est retournée se coucher après avoir appris l'urgence. Les cris l'ont finalement poussée à monter dans le canot 16, elle n'en revenait pas. Le canot était à moitié plein. Pourtant des personnes restaient à bord. Après avoir participé aux premiers entretiens, son nom a été effacé de l'histoire. Pas d'adresse, pas de photo, aucun dossier d'emploi, rien. Il n'est même pas certain que son vrai nom était Sarah Daniels. Sa disparition est une histoire sans fin, ce qui était presque pareil pour ce prochain survivant. Mais il a délibérément effacé son nom des pages de l'histoire. Numéro 6, Wing Sung Feng, inscrit sous le nom de Fang Lang lorsqu'il est monté à bord du Titanic, n'avait que 18 ans. Issu d'une grande pauvreté dans la Chine impériale, il était l'un des 8 passagers chinois embarqués à Southampton, en Angleterre. Il partageait le même billet de 3e classe, qui coûtait plus de 56 livres, soit environ 1300 $ chacun en 2025. Mais ces hommes n'étaient pas des touristes. Leur voyage était organisé pour qu'ils travaillent comme marins sur un autre navire à New York. Jamais ils n'auraient imaginé que leur histoire deviendrait historique. Pendant l'enquête, des témoins ont signalé que 4 hommes se sont cachés parmi les femmes et enfants dans un canot pliable. Un officier a déclaré avoir tiré sur les hommes sans vouloir blesser les autres passagers. 2 sont morts, 6 ont survécu, dont Fang Lang. Son sauvetage a directement inspiré le personnage de Rose dans le film Titanic. Charlotte Caroline Collier, passagère de 2e classe, a déclaré qu'elle était dans le canot 14 lorsqu'elle l'a vu allongé face contre la porte flottant sur l'eau. Il ne bougeait pas, les vagues froides le submergeaient, son corps semblait presque gelé. Quand des femmes ont proposé de le sauver, l'officier Harold Godfrey Law a répondu « À quoi bon ?» Mais il a finalement changé d'avis. Ils sont revenus le chercher. Les femmes l'ont réanimé en 5 minutes.
Il bougeait et parlait. Le jeune homme a alors saisi une rame et s'est mis à ramer, comme si sa vie en dépendait. L'officier Lo a reconnu que le vaurien pourrait être utile à New York. Les survivants chinois ont été pris en charge et détenus par l'immigration américaine. Les Chinois étaient interdites d'entrer aux États-Unis par le Chinese Exclusion Act, mais les hommes ont vite pu embarquer pour Cuba. Les noms des hommes ont été critiqués dans les médias américains, lors d'une période de fort sentiment anti-chinois. Les journaux les décrivaient comme des êtres s'étant égoïstement précipités dans le canot, certains affirmant même qu'ils s'étaient déguisés en femmes. Ce n'était pas totalement vrai, mais la honte a poussé Fang Lang et ses amis à garder leur histoire du Titanic secrète. Aucun d'entre eux n'a donné de nouvelles pendant des décennies. Puis au XXIe siècle, l'histoire de Fang Lang, en réalité Wing Sung Fang, a refait surface. Fang avait passé 6 ans après la catastrophe à transporter des fruits dans les Caraïbes, puis à travailler sur des navires depuis la France. En 1920, il a immigré aux États-Unis, où il a ouvert une laverie à Chicago, puis a travaillé comme serveur à Milwaukee. Il est devenu citoyen américain en 1956, et il est ensuite devenu une figure bien connue de la communauté chinoise de Chicago. Mais il n'a jamais parlé du Titanic, même pas à sa propre famille. Ce n'est qu'environ 2 décennies après sa mort, en 1986, à l'âge de 91 ans, qu'un de ses fils a fait des recherches en ligne et a découvert que le passager, Fang Lang, était en fait son père. Son histoire illustre la discrimination dans un monde où les pauvres étaient jugés inférieurs. C'est l'une des raisons pour lesquelles certains passagers du Titanic ont été enfermés derrière des grilles lorsque le navire a commencé à couler. Et c'est là que les choses deviennent vraiment folles. Numéro 5. Annie Jane German, une domestique irlandaise de 26 ans, a payé 7 livres et 15 shillings, soit environ 1300 $ en 2025 pour un voyage en 3e classe vers les États-Unis. Et pour une femme en 3e classe, les chances de survie étaient minces. Sur 179 femmes, 91 sont mortes. C'était encore pire pour les enfants. 55 des 80 enfants de 3e classe n'ont pas survécu. Quant aux hommes, ils étaient pratiquement condamnés à mort. Il y avait 450 hommes en 3e classe et seulement 59 ont survécu. Pour raconter l'histoire, Annie faisait partie des chanceux. Comme les autres en 3e classe, elle était montée sur le Titanic par une entrée spéciale où les passagers s'étaient contrôlés pour maladie. Sa cabine modeste se trouvait loin des ponts supérieurs, où hommes d'affaires, mondains et aristocrates profitaient des bains turcs et d'une salle de sport moderne. Leur restaurant à la carte servait du foie gras, du filet mignon et du pudding Waldorf. En 3e classe, ils mangeaient tourte au lapin, pain, beurre, finissaient par des cigarettes bon marché et une partie de domino. Même si les passagers de 3e classe avaient tenté de voir comment vivait l'autre moitié, ils n'auraient pas pu franchir les grilles verrouillées menant au pont. Ainsi, quand le navire a pris l'eau, ils se sont retrouvés piégés. Des passagers comme Annie couraient dans les couloirs cherchant une sortie. Quelques-uns ont atteint la promenade de 2e classe où étaient leurs canots, mais restèrent bloqués par des grilles et verrous. Les femmes protégèrent leurs enfants pendant que des hommes se battaient. Certains ont accepté leur sort et sont retournés mourir dans leur cabine, mais pas Annie. Les grilles encore fermées, tandis que les passagers frappaient. Elle les a escaladés et s'est précipitée au pont des canots. Sans réfléchir, elle a sauté, chuté dans un canot de sauvetage et s'est gravement blessée à l'estomac. Elle a ensuite témoigné avoir ressenti un coup de pied dans le dos. Quand elle a levé les yeux, un homme la fixait. Elle se sentait peut-être indésirable dans ce canot, mais après un coup de feu, l'homme est tombé à l'eau. Quelqu'un veillait sur elle. Annie devait rejoindre la maison de sa sœur dans le Massachusetts après s'être remise à l'hôpital de sa blessure à l'estomac. Elle s'y est rendue, puis a disparu. Elle a rencontré un homme désapprouvé par ses parents, s'est éloignée de sa famille et n'a pas assisté aux funérailles de sa mère. Mais pour une histoire d'amour qui a mal tourné sur le Titanic, la suivante est la meilleure. Numéro 4. L'américaine Eleanor Geneviève Casabir avait 36 ans et séjournait en 1re classe lorsque sa vie a changé à jamais. En montant à bord du Titanic en 1912, elle cherchait à recommencer sa vie. Son premier mariage avec Louis Pic, à la fin des années 1890, s'était rapidement effondré. Juste après la naissance de leur enfant, Pic est devenu un joueur compulsif et un gros buveur. Et Léonore brodait tard la nuit pour subvenir au foyer, pendant que son mari buvait jusqu'à l'inconscience. Finalement, elle a demandé le divorce, a obtenu la garde de l'enfant et s'est juré que la prochaine fois, elle épouserait un homme avec un avenir. De longues heures de couture et le fait d'élever seul son enfant lui ont laissé une douleur constante au bras, mais cela a changé son destin. Cela l'a mise en contact avec le docteur Henri Casabir. Casabir était tout. Pic n'était ni riche, ni cultivé, ni bien connecté. Sa mère venait de la famille Steinway Piano, son père possédait une entreprise pharmaceutique. Il adorait la beauté d'Éléonore et l'appelait Guenièvre. Elle l'appelait Arthur, il semblait parfait.
En 1909, lors de leur mariage, Éléonore pensait que ses années de lutte étaient enfin finies. Peu après, alors qu'elle ouvrait son salon de manucure à New York, Henri l'a quittée pour une autre femme. Il n'est revenu que quand Éléonore a fermé sa nouvelle entreprise pour se consacrer à lui. Ils ont emménagé dans un luxueux appartement au centre de Manhattan, coûtant 333 $ par mois, soit plus de 10 000 $ aujourd'hui. Aujourd'hui, leur train de vie mensuel avoisinait les 1 000 $, l'équivalent moderne de plus de 30 000 $. Malgré l'argent, la paix manquait. Les disputes s'accentuèrent, surtout après la perte de fortune d'Henri. Spéculant en bourse, il accusait Wall Street de profits occultes. Éléonore reprochait sans cesse son imprudence, rappelant que son premier mari était aussi un joueur, mais d'un autre genre. Puis vinrent les liaisons. Un matin, Éléonore trouva dans leur chambre Catherine, une jeune servante irlandaise souriante, dans son lit. Elle fut aussitôt renvoyée. Plus tard, Éléonore confronta Catherine, et Catherine confirma la vérité. Elle et Henri avaient couché ensemble. Des disputes éclatèrent, des menaces suivirent. Henri mit Éléonore en garde. Il pouvait lui administrer des médicaments pendant son sommeil ou la faire interner. Mais en 1911, ils avaient signé un accord de séparation comme partie innocente. Éléonore réclama une pension de 200 $ par mois, soit environ 6 500 $ aujourd'hui. Cette fois, elle refusait de retourner à la pauvreté. Son fils, désormais adulte, étudiait en France. Éléonore était présente quand elle apprit qu'Henri était apparemment gravement malade. Et c'est pourquoi elle monta à bord du Titanic à Cherbourg le 10 avril 1912 dans l'intention de voir à quel point son mari était réellement malade. Elle n'avait pas prévu de voyager à nouveau sur le navire le plus célèbre du monde, mais le destin l'y a menée. Initialement, elle comptait acheter un billet de 2e classe avec seulement 5 livres. Elle s'est adressée à l'intendant Hugh Walter McElroy. Touché par ses circonstances désespérées et son charme irrésistible, McElroy l'a surclassée en 1re classe. Elle se retrouva à dîner parmi les financiers et les puissants, assise à côté du riche agent de change américain Harry Anderson. Ils se sont plaints, ils ont dîné, ils ont dansé dans la salle de bal dorée. Éléonore avait retrouvé le luxe, mais le destin n'en avait pas encore fini avec elle. Lorsque le Titanic heurta l'iceberg, elle était seule dans sa cabine. Elle est allée enquêter et a vite retrouvé Anderson. McElroy leur a dit de prendre des vêtements chauds et des gilets de sauvetage. Il n'y eut pas de panique au début, avant qu'Éléonore ne retourne dans sa cabine et sente le navire pencher. Effrayée, elle a rejoint Anderson au pont des Canots, où ils se sont séparés, femmes et enfants d'abord. Éléonore a embarqué dans le canot 5 à 00, heure 28, puis a été secourue par le Carpathia, alors qu'elle était assise à écouter les autres dames parler de la quantité de bijoux qu'elles avaient perdus. Qui est donc apparu ? Mais Monsieur Anderson. Ce qui lui est arrivé par la suite nécessiterait des années de recherche. On a découvert qu'elle avait mené de longues batailles juridiques avec Henri pour la pension alimentaire. Il disait qu'elle l'avait ruiné, mais les juges n'étaient pas d'accord. En 1927, il a été condamné à verser 150 $ par mois, puis a réduit les paiements à 50 $ en se disant ruiné, et a fini par cesser toute pension avant sa mort. En 1941, sa fortune avait presque disparu. Éléonore a repris la couture jour et nuit, son bras blessé lui causant une douleur constante. Elle s'est laissée aller. New York, Californie, Londres. Elle refait brièvement surface en 1958 assistant à la première new-yorkaise de la dernière nuit du Titanic, un film sur le Titanic. Puis elle disparaît de nouveau. Il n'y a pas de date de décès confirmée, même pas de nécrologie. On sait seulement qu'elle vivait dans une pension bon marché à Manhattan vers 1969 ou 1970. Elle est probablement morte discrètement. Sa famille n'a jamais su s'il y avait eu des funérailles, qui furent modestes et non consignées. Une femme ayant dansé dans la salle de bal du Titanic, dîné avec des capitaines d'industrie et porté de beaux vêtements, a fini sa vie à raccommoder des habits sur un banc à New York. Passons à l'une des histoires de survie les plus controversées du Titanic. Celle du seul passager japonais du navire, numéro 3, Masabumi Hosono, qui parlait couramment le russe et travaillait dans le pays pour le compte du ministère japonais des Transports. En rentrant au Japon, il s'est d'abord arrêté à Londres, ce qui l'a amené à embarquer sur le Titanic. Quand le navire a heurté l'iceberg, Hosono, 42 ans, a quitté sa cabine pour voir ce qui se passait. Comme beaucoup de passagers, il ne croyait pas que le navire coulerait. Il s'est rendu au pont des Canots, mais un steward l'a arrêté et lui a ordonné de partir. Le steward, voyant l'apparence asiatique de Hosono, pensa qu'il était en 3e classe et lui interdit l'accès au pont. Alors que la situation se dégradait, Hosono est revenu sur le pont, craignant de ne plus revoir sa famille. Il a aidé femmes et enfants à embarquer dans le canot de sauvetage numéro 13,
Mais alors qu'il était en train d'être descendu, il remarqua que 2 places restaient vides. Il sauta dans l'une d'elles. Ozono ne connaissait pas le protocole maritime occidental. Il était terrifié, mais cette décision le hanterait toute sa vie. À bord du Carpathia, enveloppé d'une couverture, il voyait des gens pleurer en cherchant leurs proches. Il était submergé par la honte. Et au Japon, rien n'est pire pour un homme que de vivre ainsi. Sa survie devint un scandale national dans une société attachée aux idées d'honneur et de sacrifice. Le seul japonais à bord du Titanic avait fait l'impensable. Il avait survécu. Les journaux le qualifièrent de lâche, estimant qu'il aurait dû mourir honorablement selon le code samouraï. Les journaux américains furent aussi sévères. Ils évoquaient le courage des hommes occidentaux restés avec le navire, alors que ce passager clandestin lâche s'était glissé dans un canot de sauvetage. Au Japon, Ozono fut soumis au Mura Hashibu, une forme d'ostracisme social. Des lettres de haine arrivaient chaque jour à sa porte. Des inconnus l'abordèrent dans la rue, affirmant qu'il aurait dû mourir et qu'il avait déshonoré sa nation. Son histoire est même étudiée au lycée. Les manuels scolaires l'utilisaient comme exemple de honte. Il a vécu dans la honte jusqu'à sa mort en 1939, même après que les médias japonais l'ont cité comme exemple de la façon dont un homme ne devrait pas bien vivre. Au moins, il a revu sa femme et ses 4 enfants qu'il aimait encore, même si le monde non. C'est une histoire triste. Mais ce prochain homme, il a eu encore plus de mal que Ozono numéro 2. Pour le marin du Titanic, James Forward, une vie de famille n'a jamais été possible. Il n'y a aucune trace de sa naissance, mais on pense qu'il serait né à Portsmouth, en Angleterre, en 1884, ce qui lui aurait donné 27 ans lorsqu'il a accepté un poste de matelot qualifié sur le Titanic. Avec ses tatouages d'aigle, d'épée et de femmes séduisantes sur son corps marqué de cicatrices, James semblait ignorer les conventions. Il vivait au jour le jour, logé dans une maison de marin à Southampton lorsqu'il était à terre, travaillant surtout en mer. Il gagnait 5 livres par mois, soit environ 930 à 1000 $ actuels. Environ 76% de l'équipage est mort sur le Titanic, mais James a réussi à trouver une place sur le canot de sauvetage 16. Après cela, il a disparu de l'histoire. Des recherches ultérieures ont révélé qu'après le Titanic, il travailla de nouveau sur des navires et passa un temps en prison en Nouvelle-Zélande. Accusé d'avoir employé un langage grossier, il s'est installé en Australie, où sa vie en mer s'est poursuivie jusqu'en 1940 lorsqu'il travaillait sur le SS Haruna. Il a mystérieusement disparu à environ 35 km au large des côtes du Victoria. Les marins ne tombant pas souvent des navires. Sa langue bien pendue lui avait-elle causé des problèmes avec l'équipage ? Nul ne le savait, mais il semblait que le vieux James avait peut-être agi seul. James a survécu au Titanic, mais sa vie difficile et sa solitude l'ont peut-être rattrapé. Il est parti comme il est venu, indésirable, sans amour. Et cette passagère suivante, eh bien, elle a eu trop d'amour. Un amour qui a failli la tuer. Une histoire triste avec une fin heureuse. Numéro 1. Elizabeth Ann Wilkinson. Lizzie, pour ses amis à Manchester, en Angleterre, avait 30 ans lorsqu'elle a payé 26 livres, soit environ 5000 $ aujourd'hui, pour le voyage de sa vie à bord du Titanic. Comment une fille de la classe ouvrière anglaise a-t-elle pu se permettre un tel voyage ? Ou, plus important encore, pourquoi une fille ouvrière partait-elle aux États-Unis alors qu'elle avait un mari du même milieu chez elle ? Tout n'était pas si simple. Lizzie s'était enfuie. N'ayant pas eu d'enfant avec Samuel, son mari, elle aurait tenté sa chance outre-Atlantique avec un nouvel amant. Il s'appelait Harry Bartram Fanthorpe, vendeur de meubles prospères de Grimsby. À Southampton, ils sont montés sur le Titanic comme mari et femme. Lizzie a dit à toutes les dames qu'elle partait en lune de miel vers les plages de Californie. Née pauvre, elle était soudain devenue oisive. Lorsque le navire est entré en collision avec l'iceberg, Lizzie a d'abord eu peur de sauter dans l'un des canots de sauvetage qui semblait en est fragile. Mais lorsqu'un officier brandissant une arme lui a dit que la peur n'était pas une option, elle a sauté dedans. Son faux mari, Harry, lui fit signe d'au revoir. Les journaux anglais ont indiqué que son compagnon, Monsieur Fanthorpe, n'a pas eu cette chance et a coulé avec le navire. Son corps a ensuite été retrouvé avec environ 1000 $ de bijoux. Cela représente entre 180 000 et 195 000 $ en 2025. Au moins, les journaux en Angleterre lui ont épargné une honte éternelle en rapportant qu'elle allait rendre visite à des proches à Philadelphie. Comme tant d'autres survivants, Lizzie a passé des semaines sous le choc, mais elle n'allait pas subir sa souffrance sans rien faire. Elle a poursuivi la White Star Line pour 10 000 $ pour la perte de son mari. La Croix-Rouge américaine a découvert son mensonge et a révélé au monde entier qu'elle s'était amusée avec un amant, pendant que son véritable mari pleurait chez lui à Manchester. La seule chose que nous savons ensuite, c'est que Samuel l'a reprise. Oui, vous avez bien entendu. Mais on ignore s'ils ont été heureux pour toujours.
Maintenant, allez voir ce qui arriverait à votre corps si vous tombiez du Titanic dans l'eau glacée, ou cliquez plutôt sur cette vidéo.